Bienvenue à tous. La politique sur France Info, c'est chaque matin à 8h30 avec Marcelo Vesfred. Bonjour. Bonjour Nicolas. Journaliste au Figaro avec notre invité du jour, Stéphane Troussel. Bonjour. Bonjour. Président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. On parlera notamment des Jeux Olympiques de 2024. Pas encore attribué à Paris, mais c'est tout comme. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Vous présidez un département très souvent mis en avant pour ses difficultés sociales, économiques. Le 93 est considéré comme le département le plus pauvre de métropole. Votre réaction en apprenant il y a quelques jours la baisse des dotations aux collectivités parue dans un décret discret un week-end, baisse de 300 millions d'euros pour cette année? Lors de la conférence des territoires, j'avais employé cette comparaison en disant que finalement, le 17 juillet, le Premier ministre et le Président de la République nous avaient fait le coup du serpent K, vous savez, dans le livre de la jungle, quand il dit à Mowgli « Ayez confiance ». Je ne croyais pas si bien dire, puisque 3 jours après, il nous sort ce décret qui annule 300 millions d'euros pour les collectivités locales. C'est un petit coup de poignard dans le dos au cœur de l'été, insupportable en termes de méthode et qui risque d'avoir des conséquences, notamment en direction des collectivités les plus fragiles. Très clairement, c'est quel type de projet que vous annulez? C'est 3 grandes catégories de dotation, à la fois ce qu'on appelle la dotation d'équipement des territoires ruraux pour les collectivités rurales qui ont besoin de ce soutien de l'État pour décider d'un certain nombre de projets, notamment d'équipement, d'investissement. C'est dans un territoire comme le mien, ce qu'on appelle un fonds de soutien à l'investissement local. Moi, j'ai un parc, le parc de la Poudrerie à Sevran. L'État, le préfet m'avait déjà dit que c'est ce fonds-là qui serait activé pour que l'État participe à la rénovation. Je ne sais pas aujourd'hui si, du coup, des investissements possibles ne seront pas remis en cause. Et enfin, c'est une 3e catégorie, c'est la politique de la ville. Et donc là, c'est près de 50 millions d'euros dont les crédits sont gelés pour soutenir des projets associatifs. Voilà pour les critiques. On va juste laisser la parole une seconde, tenez, à l'une des membres de ce parti, La République En Marche. Et c'est Barbara Pompili qui est à l'Assemblée, que vous avez côtoyée par le passé, et qui était à votre place il y a quelques jours et qui défend cette mesure. À partir du moment où on a un budget qui a été voté et où à un moment il faut payer et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas l'argent pour payer tout ce qui était prévu, il faut regarder ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, ce qui a été regardé, c'est est-ce qu'il y avait des crédits qui, aujourd'hui, n'étaient pas utilisés et ne donnaient pas le sentiment qu'ils allaient être utilisés. Il n'y a aucun projet qui ne sera pas fait à cause de ça. Écoutez, moi je demande à voir. D'abord, elle était ministre de l'écologie, me semble-t-il, de la biodiversité. Et d'ailleurs, c'est notamment à propos du parc dont je vous parlais, Barbara Pompili, qui m'avait écrit noir sur blanc que le préfet mobiliserait les crédits du fonds de soutien à l'investissement local. Donc, je vois qu'elle s'adapte vite en quelques mois. Qu'a découvert le gouvernement, c'est que les caisses étaient beaucoup plus vides que ce qu'il imaginait. D'ailleurs, le Premier ministre devrait demander à l'ancien ministre de l'économie qui avait préparé la loi de finances 2017. Il n'était pas ministre des Finances, ministre de l'économie. Il était ministre de l'économie, membre important du gouvernement jusqu'à l'été 2016. Et donc, il avait largement préparé les débats 4,5 milliards il manquait dans les caisses, dit la Cour des comptes. D'abord, c'était votre gouvernement, le gouvernement que vous souteniez. Moi, ce que je remarque, c'est que le gouvernement fait des choix économiques et financiers. Il n'est pas, visiblement, il ne s'inquiète pas de se priver de 3 milliards de recettes dans la perspective de la préparation du budget 2018, en baissant l'impôt de solidarité sur la fortune, en baissant donc les plus gros portefeuilles d'actions, et il choisit de faire des économies, notamment sur les plus fragiles. Quand on baisse l'APL, quand on baisse les crédits des collectivités les plus fragiles, on fait des choix. Il faut les assumer. Il y a aussi une baisse de la taxe d'habitation qui va quasiment disparaître pour la plupart des contribuables. Il y a une baisse aussi des cotisations maladie, des cotisations chômage. Moi, je demande à voir, on verra, parce que quand j'entends la préparation de ce budget 2018 qui se fait avec finalement une inflexion économique vers un peu plus d'austérité encore, je demande à voir quelles seront les conditions de préparation du budget 2018. Donc, il y a un certain nombre d'annonces sur ces baisses pour nos concitoyens. D'ailleurs, je leur dis attention, parce que bien sûr,
sûr, la mesure concernant la taxe d'habitation peut être alléchante, mais si c'est moins de services publics locaux, si c'est moins de crèches, si c'est moins d'investissements dans les écoles, si c'est moins d'investissements sur le quotidien des habitants, il va y avoir une difficulté pour les collectivités locales. Est-ce que c'est la dégradation du service public qui est... Vous ne croyez pas à la promesse de l'État qui a promis de rembourser, enfin de vous donner à l'euro près, de compenser la suppression de la taxe d'habitation? Chat échaudé craint l'eau froide. Et donc, c'est le discours de l'État, tout gouvernement confondu. Vous ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs les élus locaux, on va vous compenser. Ça n'a jamais fonctionné. Si les départements de France sont en difficulté, c'est en particulier à cause de cette promesse jamais tenue. Stéphane Troussel, c'est aussi peut-être à cause de promesses non tenues qu'une partie des électeurs se sont détournés du Parti socialiste. Vous êtes dans un département que vous présidez, mais qui ne compte plus un seul député PS depuis les dernières législatives. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu justement le vote populaire qui est parti soit chez En Marche d'ailleurs, soit chez les Insoumis? Ce qui est sûr, c'est que nous avons été lourdement sanctionnés. Nous l'avons été non seulement à l'occasion de ces élections présidentielles et législatives, mais nous l'avions été tout au long du quinquennat, puisque nous avions, même si ce n'avait pas été le cas en Seine-Saint-Denis, puisque vous en avez tiré quelle leçon, vous? Nous avions gardé le département, nous avions réalisé un bon score au moment des élections régionales, mais nous avions perdu toutes les élections intermédiaires. Et je pense notamment, oui, qu'un certain nombre de nos électeurs, les électeurs de gauche, les électeurs socialistes, considéraient qu'à la fois des engagements n'avaient pas été tenus, et puis qu'en s'agissant des valeurs qui sont essentielles pour les électeurs de gauche, eh bien, des lignes rouges avaient été franchies. Est-ce que l'élu local, territorial que vous êtes en veut aux dirigeants du PS, à François Hollande, de les avoir quelque part abandonnés face aux électeurs sur ça? En tout cas, je prends ma part de responsabilité. Je suis un élu local. Je fais partie de ceux qui animent, dirigent la famille socialiste. Donc, j'ai ma part de responsabilité. Mais oui, nous devons tout remettre à plat, tout reconstruire. L'avenir de la famille socialiste, justement, tout reconstruire comment? Oui, tout reconstruire. D'abord, je pense qu'il faut à la fois accepter de revoir notre organisation, renouveler les visages qui dirigent la famille socialiste, mais aussi clarifier notre orientation. Moi, je pense que quand nous ne sommes plus le parti des catégories populaires et moyennes, eh bien, nous sommes sanctionnés par nos électeurs. Cette course, finalement, à l'ajustement, à l'alignement sur le libéralisme, paraît-il, à la mode, eh bien, les électeurs de gauche n'en veulent pas. Stéphane Troussel, vous restez avec nous encore quelques minutes. On va faire un point sur l'info de ce mardi à 8h40 avec Léo Chapuis. Avec d'abord cette information de dernière minute, le militant Cédric Herrou est condamné à 4 mois de prison avec sursis. La cour d'appel vient de rendre son jugement il y a quelques instants. C'est donc une condamnation plus lourde qu'en première instance. Cet agriculteur de l'arrière-pays niçois était jugé pour avoir aidé des migrants clandestins à la frontière italienne. Le ministère de la Santé se veut très rassurant. Pas de risque pour les consommateurs alors que la France est à son tour touchée par le scandale des œufs contaminés par un insecticide. Des milliers d'œufs en provenance des Pays-Bas ont été distribués dans des usines françaises qui fabriquent des produits transformés. Plus aucun département n'est en alerte aux orages. La vigilance orange est désormais levée partout. Des adolescents ont été frappés par la foudre. Ça s'est passé hier soir dans la Vienne. Ils faisaient du camping dans un centre de loisirs. Ces jeunes ont été blessés, 8 au total. L'un de ces adolescents est dans un état grave. Et puis, vous n'avez plus que quelques heures pour profiter des moins 50 voire moins 70% puisque c'est aujourd'hui le dernier jour des soldes dans les magasins. France Info. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et l'invité politique de France Info. Une réaction à cette condamnation en appel à l'instant de Cédric Herrou, cet agriculteur qui vient en aide sans respecter la loi, en allant au-delà, mais de manière assumée et volontaire. Je pense que sur ces questions migratoires, là aussi, notre pays, mais finalement nos dirigeants ne sont pas à la hauteur de la situation. Parce que quand il faut dire à nos concitoyens que cette question des flux migratoires sera certainement un enjeu, une question centrale dans les années qui viennent. Quand on voit hier soir à la une d'un grand quotidien le poids des évolutions démographiques, la situation notamment de l'Afrique,
en 2050, un jeune sur 3, entre 15 et 29 ans, sera africain. Donc les évolutions démographiques, les défis climatiques, les conflits, les famines vont faire que cette question des flux migratoires va être un enjeu central. Et donc je pense qu'il faut que notre pays, il faut que l'Europe, il faut que les dirigeants soient lucides et y compris disent à l'opinion publique que c'est une question que nous allons prendre à bras-le-corps. Et à l'évidence, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans le 93, vous accueillez d'ailleurs combien de réfugiés à l'heure qu'il est ? C'est très difficile d'avoir les chiffres. Je sais en ce qui concerne la part ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, puisque ce sont les départements qui assument au nom de la protection de l'enfance cette catégorie de population. Nous sommes passés de 700 à un rythme qui va aller vers 1200 à la fin de l'année. Là aussi, j'ai interpellé le gouvernement avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, parce qu'on ne peut pas laisser les départements, les collectivités et donc le contribuable local seul face à cette situation. Et là, je n'ai pas de réponse. Le Premier ministre a annoncé un plan migratoire qui n'est pas à la hauteur des besoins et qui ne répond à aucune des questions posées particulièrement par les départements. Stéphane Troussel, vous portez un pins sur votre veste. Une sorte de tour Eiffel, c'est le symbole de la candidature parisienne aux Jeux Olympiques de 2024. Le choix de Paris doit être validé dans un peu plus d'un mois maintenant par le CIO à Lima. La Seine-Saint-Denis, votre département fait partie intégrante de ce projet, avec notamment le village olympique, une piscine et d'autres infrastructures encore. C'est une chance historique pour le 93. C'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Oui, je crois. Alors, il faut rester mobilisé parce qu'il y a encore le vote des membres du CIO, donc il faut les respecter. Plus beaucoup de suspense. C'est vrai, mais il faut quand même respecter cette étape importante. Oui, moi, j'ai souhaité très vite engager notre département dans cette belle aventure. Anne Hidalgo a souhaité vraiment construire un projet entre Paris et la Seine-Saint-Denis. C'est une manière aussi d'écrire une nouvelle page du destin commun entre Paris et sa banlieue, entre Paris et la Seine-Saint-Denis. C'est un véritable accélérateur de transformation pour notre territoire. Alors, enthousiasme général, mais un avertissement lancé par l'un des députés de votre département, le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. On prend l'exemple, par exemple, de ce qui a eu lieu au Brésil ou en Russie, etc. C'est une ardoise souvent qui a été laissée au peuple, qui a coûté fort cher. Est-ce que vous vous réjouissez ? Non. En Seine-Saint-Denis, on va construire des logements, par exemple. Je sais qu'en Seine-Saint-Denis, c'est possible qu'il y ait des équipements qui soient récupérés, mais j'attends de voir est-ce que véritablement ils seront autofinancés. Voilà, c'était chez nos confrères de BFM TV. Ce sera autofinancé. D'abord, je remarque qu'il y a des débats, y compris à la France Insoumise, parce que son collègue de Seine-Saint-Denis, mais de l'autre circonscription, est beaucoup plus, comment dirais-je, enthousiaste, exigeant, mais enthousiaste. Et donc, moi, je suis enthousiaste et exigeant, bien évidemment. Alors, quelle garantie, justement ? Mais c'est-à-dire, d'abord, nous avons conçu un projet qui, d'abord, est pensé pour après les Jeux. Le village olympique, le village des médias, la piscine de water-polo à La Courneuve, Saint-Denis, ce sont des aménagements, des équipements qui sont pensés surtout pour les habitants au lendemain des Jeux. C'est-à-dire qu'une piscine olympique en Seine-Saint-Denis, c'est mieux que 3 piscines réparties sur le département. Moi, je trouvais totalement insupportable qu'on ait la piscine olympique, mais qu'en 2024, je ne peux pas accepter la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un élève sur 2 qui arrive en 6e ne sait pas nager. Donc j'ai proposé à l'État, j'ai proposé à la région d'avoir un grand plan départemental pour construire et rénover des piscines municipales pour accompagner ce projet. Mais oui. Et concrètement, comment on évite ? Parce que systématiquement, il y a des dépassements, les travaux sont systématiquement, ça arrive à chaque édition de Jeux Olympiques, sous-estimés. Et au final, c'est vrai pour un certain nombre d'éditions. Je sais que vous pensez à Athènes, à Pékin, mais ou à même Rio, à Londres, par exemple. Mais c'est pas vrai de la même manière à Londres. D'abord parce qu'il y a 95% des équipements qui existent déjà. Il y a 5% seulement des équipements à construire. Et puis, par ailleurs, nous avons voulu des équipements, des aménagements qui soient économiquement raisonnables, par ailleurs écologiquement responsables aussi. Et donc, il y a des engagements financiers précis des uns et des autres. Vous croyez que la situation de la Seine-Saint-Denis me permettrait d'accepter des dérapages ? J'ai pris des engagements précis sur des équipements qui nous concernent, pour lesquels nous en avons la gestion pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, oui, c'est un engagement collectif sur lequel il faudra être particulièrement tenace et vigilant. Avec des emplois pour les habitants de Seine-Saint-Denis, avec des marchés pour les entreprises locales et pas forcément
engagement pour des géants? C'est un engagement, mais c'est aussi une exigence de tous les instants. Donc, dès le 14 septembre au matin, il faut être au travail avec les milieux économiques, avec les collectivités, avec les habitants, avec le service public de l'emploi, pour que cette dynamique de développement, elle serve d'abord le territoire et ses habitants. Je vais faire un peu dans la caricature, pardonnez-moi par avance, mais est-ce que le risque, c'est pas de faire que Paris gagne 10 km sur la Seine-Saint-Denis et que finalement les quartiers, les zones les plus pauvres reculent un petit peu et s'éloignent de la capitale? La Seine-Saint-Denis, elle est engagée depuis déjà de nombreuses années dans une transformation de ce territoire. Il y a eu une première dynamique avec la construction du Stade de France, la transformation notamment tout autour du Stade de France, la reconversion des friches industrielles, la couverture de l'autoroute A1. Et donc là, on a une deuxième dynamique avec un territoire bien plus large qui est concerné, puisqu'il y a à la fois l'ouest de la Seine-Saint-Denis, mais tout le secteur autour du parc des expositions, de l'aéroport du Bourget, où il y a un pôle de développement. Et ça arrive à un moment où il y a aussi le métro du Grand Paris Express qui va tout changer. Vous pensez qu'il arrivera dans les temps? Le métro du Grand Paris Express, d'une certaine manière, les Jeux Olympiques sanctuarisent. Plus personne ne pourra mettre en cause ni les calendriers ni les financements. Tous ceux qui voudraient aller faire quelques économies ici ou là, auront des comptes à rendre. C'est une bonne nouvelle. On entend des élus de banlieue, alors pas du 93, du Val d'Oise ou d'autres départements franciliens, dire on en a un peu assez finalement. Les crédits vont toujours pour le 9-3, pour le 93, comme si la banlieue, ce n'était que la Seine-Saint-Denis. D'abord, je ne le crois pas parce que quand on peut regarder l'ensemble des financements ou des investissements, il y a de très beaux, très grands projets dans d'autres secteurs. Il y aura, regardez, c'est plutôt l'ouest de l'Île-de-France avec l'exposition universelle qui a été choisie. Si la France obtient l'organisation de cette exposition universelle, il y avait un site en Seine-Saint-Denis. Donc là, en l'occurrence, n'a pas été le cas. Mais par ailleurs, la Seine-Saint-Denis, vous l'avez dit, c'est à la fois le territoire le plus jeune et le plus populaire de France métropolitaine. Donc oui, nous avons un rattrapage à effectuer. Pendant très longtemps, dans la métropole, c'est un territoire qui a été délaissé, trop longtemps délaissé. Stéphane Troussel, pour aller dans l'Est, dans l'Ouest, au Nord, partout, on prend le métro, le RER, avec un pass Navigo, dont le prix a augmenté il y a quelques jours. Voilà ce que disait Valérie Pécresse, présidente de la région, il y a quelques mois. Je maintiendrai le pass Navigo à 70 € parce que je ne jouerai pas avec le pouvoir d'achat des Franciliens. J'assumerai tout, votre bilan, le bon et le mauvais. Ce qui est sûr, c'est que la promesse n'est pas tenue. Il y a peut-être des raisons derrière. Vous dénoncez, vous, cette augmentation progressive du prix du pass Navigo? Oui, en l'occurrence parce que l'engagement pris vis-à-vis des électeurs n'a pas été tenu. Et puis surtout, j'ai une inquiétude, c'est qu'il y a un certain nombre de projets, d'investissements, des prolongements de lignes de tramway, de rénovation, qui, eux, ne sont pas tenus, notamment en Seine-Saint-Denis. Parce que, finalement, cette nouvelle majorité régionale trouve que le rééquilibrage à l'Est, ça suffit. Bon, eh bien, nous allons, notamment dès les premiers jours de septembre, avec l'ensemble des collectivités de Seine-Saint-Denis, être particulièrement mobilisés pour rappeler ces engagements à la région. Ça vous en fait des rendez-vous en septembre, en évoquant notamment celui du 13 du côté du Pérou et de Lima pour l'annonce officielle du CIO. Merci Stéphane Troussel d'avoir été l'invité de France Info. Merci Marcelo Vesfred.